Bonjour à toutes et à tous, j'ai été très étonné d'avoir autant de vues sur la vidéo précédente concernant le pan. Euh, j'ai préféré l'arrêter au bout de 3 4 jours, je ne sais plus, étant donné que j'avais eu la réponse entre-temps, donc par honnêteté, et également pour mettre fin à toute polémique, étant accusé de vouloir faire le buzz ou encore d'être conspirationniste, et j'en passe. Après, pour être honnête, j'ai eu beaucoup de messages bienveillants, d'autres beaucoup moins. Mais la grande majorité était bienveillante. Ayant eu quelque chose comme 2000 commentaires, je crois, j'ai dû répondre à peu près à 500 pour ceux qui méritaient d'être répondus. J'ai fait ce que je pouvais, mais humainement, ça m'était impossible de répondre. Vous comprendrez que je suis tout seul pour faire ça, donc 2 jours pour répondre à 500 commentaires, pour moi, c'est assez compliqué. J'ai une vie à côté, hein. Et puis, je préfère donc par conséquent, bloquer les commentaires sur cette vidéo, ainsi que la première que je vais remettre en ligne. Certains m'ont demandé de pouvoir la regarder, donc je l'ai remis et je vais changer le titre, évidemment. Même en ayant bloqué la vidéo, j'ai eu d'autres messages à titre privé, mais qui m'ont aussi permis justement d'avoir d'autres éléments de réponse qui vont être développés là dans cette vidéo, et je vous reprends juste après. Pour ceux qui ne le savent pas, vous avez le lien communauté, dans lequel j'avais communiqué justement sur le fait de ne plus pouvoir répondre aux commentaires, mais également, après avoir supprimé la vidéo, j'ai marqué toutes les raisons pour lesquelles je supprimais cette vidéo, provisoirement en tout cas. Si vous êtes abonné à la chaîne, il suffit simplement de cliquer ici sur la cloche, vous cliquez sur toutes, et non seulement vous aurez donc des notifications pour mes dernières vidéos, mais ce qui se passe également sur le lien communauté. Juste pour information, je vous laisse lire cet encart directement pris sur le site du GEPAN. Il y a davantage d'explications en vous laissant le lien en description. Voilà la raison pour laquelle mon dossier n'a pas été pris en compte par le GEPAN. Les photos et vidéos qui ne correspondent pas à des observations directes à l'œil nu ne sont pas prises en compte. Il aurait été judicieux de recevoir un mail, même automatique, me redirigeant directement sur ce lien. J'ai appris dernièrement que depuis la nomination de Vincent Coste à la tête du GEPAN depuis fin 2021, que celui-ci avait pris la décision de quand même prendre en compte certaines photos sous certaines conditions, malheureusement nommées après mes propres photos. Dans l'épisode précédent, je vous montrais quel site ou logiciel que j'utilisais pour savoir où se trouvaient les satellites ou autres. Entre autres, le GEPAN utilise inthesky.org, consultable librement sur Internet, et pouvait conjointement avoir des données du NORAD, une organisation américo-canadienne dont la mission est la surveillance de l'espace aérien nord-américain. J'ai eu pas mal d'échanges avec Anthony qui a créé ce groupe Facebook OVNI Témoignages en quête de vérité, ainsi que quelques membres de UFO Scepticisme. Bien qu'ayant des avis diamétralement opposés, les deux sont particulièrement bienveillants et cherchent des explications dans les deux cas. J'en profite donc pour les remercier. J'ai eu quelques échanges également avec Antoine Cousin, membre du dernier groupe, mais aussi enquêteur bénévole du GEPAN. Les explications du phénomène qui en réalité n'en est pas un. Je vous avais parlé des flares, qui est une aberration optique qui vient généralement de sources de lumière importantes venant de l'extérieur. J'avais supprimé cette hypothèse, tout simplement parce que mon téléobjectif couvrait toujours la même constellation d'Orion. Avec un déplacement sur ce laps de temps, le flare aurait énormément bougé sur la vidéo ou sur la photo finale. On pouvait également exclure la forte luminosité de la Lune au premier quartier, la veille le 13 octobre 2021, étant couché depuis minuit 24, ne se relevant qu'à 15h07 le 14. J'avais exclu également la possibilité d'un éclairage public, car dans mon village, il coupe entre 22h30 et 6h30 du matin. Merci à une abonnée de la chaîne qui m'a envoyé cette photo en provenance de Pinterest. Je pouvais alors constater que la forme était quand même très similaire à ma photo finale, en prenant compte tout de même que là ça provenait d'une source lumineuse très importante, ici en l'occurrence le soleil. Il existe une autre aberration optique qu'on appelle les lens flares. J'en avais déjà eu précédemment, mais pas sous la forme qu'on vient de voir à l'instant. Principalement sur des téléobjectifs comme le mien, et également des lunettes pourvues de plusieurs lentilles. Ces lentilles peuvent avoir des formes différentes selon la conception du téléobjectif ou des lunettes astronomiques. Et pratiquement toutes ces formes se trouvent justement dans le téléobjectif Samyang 135. On peut voir ici l'intérieur sous forme de coupe.
Il est pourvu de 11 lentilles différentes, dont une ED, qui veut dire extra basse dispersion, qui combat avec efficacité l'aberration chromatique. Pour essayer de comprendre encore davantage, la monture que j'utilise pour le Samyang 135 est motorisée et suit les mouvements terrestres. C'est ce qu'on appelle une monture équatoriale. Il en existe d'autres, si vous vous intéressez au sujet, j'ai fait une vidéo pour en comprendre les principes. Voici l'ensemble du matériel que j'ai utilisé pour faire cette fameuse image. Ici la monture motorisée, là le téléobjectif Samyang, également une lunette de guidage, qui va être associée à une caméra vidéo, une caméra guide. Les informations en provenance de cette caméra vont donc être envoyées sur ordinateur ou comme moi ici sur un mini PC qu'on appelle un ASIR, qui va suivre les étoiles, ce qu'on appelle un guidage multistar, en donnant des mini-impulsions directement à la monture motorisée de façon à ce que le suivi soit beaucoup plus précis et ce qu'on appelle la correction des erreurs périodiques. Et ainsi avoir toujours le même champ le plus précisément possible du début jusqu'à la fin. Il peut quand même se produire des ratés selon la qualité de la monture motorisée ainsi que la qualité du ciel. C'est ce qui nous est arrivé ici d'ailleurs. Il faut savoir que les montures dites équatoriales comme la mienne, selon l'astre et l'heure que vous prenez, peut être amenée à faire ce qu'on appelle un retournement au méridien, lorsque celle-ci arrive en butée. Cela va avoir pour effet de retourner l'image initiale, et parfois de ne pas recaler exactement l'image comme elle était à la base. Voici mon image traitée, le premier phénomène mentionné ici. Un grand merci à Alain qui m'a fait remarquer qu'il y avait un second phénomène à cet endroit-là que je n'avais pas vu lors du retraitement de l'image que j'avais fait spécialement pour la vidéo. Ces deux phénomènes, que l'on peut appeler maintenant lens flare, peuvent provenir de l'étoile qui est très brillante Alnilam, également de l'étoile Alnitak, voire même des deux associés. Je ne suis pas spécialiste de l'optique, mais si je trace un triangle tout simplement entre l'étoile Alnitak, le premier lens flare et le second, eh bien on obtient un triangle isocèle, dont deux côtés sont identiques. Et si on trace un autre triangle entre l'étoile Alnilam, le premier lens flare et le second, eh bien on obtient un triangle quasiment équilatéral, c'est-à-dire avec trois côtés identiques. Ce qui peut confirmer la présence de deux lens flares. Il peut même arriver que certaines étoiles en dehors du champ puissent avoir cet effet-là sur le téléobjectif. Et certains me diraient, pourtant le lens flare bouge. Vous avez une partie des éléments répondant à cette question juste avant, et je vais préciser encore davantage après. Merci également à Stéphane qui m'a renvoyé cette image et qui a pris mes photos à disposition pour me faire remarquer à très juste titre que certaines étoiles traversaient l'objet en question, et donc par déduction, si les étoiles étaient derrière, l'objet serait donc transparent, et si elles se trouvaient devant, ce serait un objet absolument gigantesque, et même très éloigné, et selon sa distance, l'objet pourrait atteindre des dimensions de plusieurs années-lumière. Merci à un astrophotographe qui a souhaité garder l'anonymat, qui m'a envoyé un lien en provenance du site web AstroSurf, que je vous mets en description. C'est une photo qu'a faite un autre astrophotographe qui est quasiment identique, vous allez voir, avec un filtre rouge cette fois, contrairement à moi avec le filtre bleu, sans image de 60 secondes et 5 jours avant. Les deux mêmes lens flares, rigoureusement identiques dans la même position. Ils peuvent apparaître ou pas selon l'angle et la qualité du ciel. Regardez, j'ai interverti les images. Fabien en a fait également une vidéo que je ne peux pas vous montrer car il faut être inscrit sur le site AstroSurf. Un lens flare peut également venir d'une roue à filtre mal fixée ou un petit peu décalée par rapport au chemin optique. Même chose d'un filtre légèrement décalé, mais ce qui n'explique toujours pas pourquoi ce flare bouge. Par rapport aux erreurs périodiques dont je vous parlais tout à l'heure, voici ma première photo avec le filtre B et la dernière des 108 photos, toujours avec le filtre B, qui ont été prises le même jour, le 14-10-2021. Je le grossis, je les superpose. Et si je prends ma dernière image que je place sur la première, on peut voir qu'il y a un décalage sur les étoiles. Par contre, le lens flare, lui, est au même endroit. Vous allez comprendre plus loin pourquoi. Dans la dernière vidéo, je mentionnais que j'avais pris des photos avec le même filtre 2 jours avant. Et regardez si je superpose, alors là c'est carrément gigantesque. Les astres ne sont même plus au même endroit. Là, je grossis la nébuleuse d'Orion. Je vais la placer également dessus. Dans le même cadre, je le mets par-dessus et voyez, il y a une différence fondamentale entre les deux. Encore plus flagrant, j'ai pris des photos avec le même filtre le même jour que Fabien Fougère. Par conséquent, il devrait apparaître si c'était un objet, et là, il n'y est pas. Et là, je prends ma dernière photo des 108 que je mets par-dessus. Et là, on peut voir qu'il y a encore une grande différence de cadre. Je prends l'objet en question, je zoome, je le place dans le même cadre. Je place par-dessus l'objet, et vous voyez que les étoiles ne correspondent absolument pas.
Si c'était un objet éloigné, j'aurais exactement le même phénomène sur ma photo que Fabien. Ce qui n'est pas le cas avec des images provenant du même filtre, le même jour, dans la même direction. Ça bouge tout simplement, puisque le logiciel va empiler des photos en se servant des étoiles. Donc il va aligner, y compris tous les objets présents, sauf évidemment le lens flare, puisque lui-même va bouger en fonction de l'étoile, qui en est la cause. Et comme on a vu que notre cadre lui-même avait bougé, c'est exactement comme le déplacement d'un flare, mais de façon plus infime, comme ici le déplacement d'un objectif plus rapide. Le côté positif des choses, c'est que ça m'a permis d'échanger et de communiquer avec pas mal d'astrophotographes de tous les niveaux, et je me suis aperçu que la plupart ne connaissaient pas ce phénomène, ou d'autres ne connaissaient pas ce phénomène sous cette forme également. Dans ce domaine, il y a énormément de canulars, donc mais ça permet aussi de vous méfier, même quand on connaît qu'on est de bonne foi, vous voyez que c'est tout à fait possible de se tromper. Que celui qui n'a jamais commis une erreur me jette la première pierre. Le fait d'avoir eu beaucoup de témoignages sur le sujet, ça m'a donné envie de m'y intéresser davantage et creuser un peu plus la question. Sans vouloir entrer dans le complotisme ou le conspirationnisme, c'est d'ailleurs pour ça que le GEPAN existe, il y a énormément de cas expliqués, mais il reste tout de même 3,3% de cas non expliqués, qui représentent 99 cas, et ça c'est juste pour la France, imaginez dans le monde entier. J'ai lu énormément de commentaires concernant certaines personnes qui étaient très énervées parce qu'ils ne voulaient même pas entendre parler d'une vie possible ailleurs, d'autres qui sont absolument convaincus qu'on va être attaqué ou que les extraterrestres sont déjà là, qui nous veulent du mal. En fait, ça fait beaucoup de gens énervés. Je ne pensais pas que ce sujet était possiblement encore pire que le sujet de la politique. J'ai eu pas mal de commentaires également qui me demandaient ce que moi je pensais du sujet, en tout cas extraterrestre, si il y avait des soucoupes ou pas. J'en profiterai pour faire une vidéo sur le sujet, même si c'est pas tout de suite, hein, puisque j'ai pris pas mal de retard sur mes tutos un peu plus conventionnels, qui est quand même le but de la chaîne, sur l'astronomie et l'astrophotographie notamment. Mais ça me permettra de développer un peu plus et dire à peu près ce que j'en pense à titre personnel. Merci de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt.